à toutes et à tous. Donc c'est avec plaisir qu'on vous accueille ici, que le département de mathématiques de l'Université de Liège a le plaisir de vous accueillir pour cette matinée de conférence de maths, hein. Vous voyez, quand même du succès, on arrive à avoir 500 étudiants de 5e et 6e secondaire qui viennent pour 3 exposés de maths, hein, donc c'est vraiment bien. Alors on a 3 orateurs d'exception, comme ça je mets déjà la pression sur le premier orateur. Donc je vous présente à côté de moi Fabien Durand, qui est professeur à Amiens, à l'université Picardie Jules Verne. Et ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille ensemble sur pas mal de sujets de maths, hein, on fait de la recherche en maths. Mais comme à Liège, à Amiens, ils ont une équipe transverse de mathématiques pour le grand public. Et donc, ils œuvrent aussi pas mal pour faire des exposés à destination de publics variés, notamment public scolaire. Et donc, peut-être, Fabien, on peut directement rentrer dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui, vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Nous sommes le 14 mars. 14 mars, c'est le 14 du 3. Et les anglo-saxons, ils notent ça 3-14. Et donc, c'est le Pi Day aujourd'hui. Et c'est pour ça que le premier exposé, Fabien va nous parler de la longue histoire du nombre pi. Voilà, Fabien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Michel, je m'appelle Fabien Durand et je suis ravi d'être ici devant vous. C'est la première fois que je participe au PID et c'est, je dois dire, ma plus grande salle. Habituellement, je fais ça plutôt dans des collèges et lycées, donc des enfants qui ont souvent plutôt entre 11 et 15 ans et donc des regroupements de une voire deux classes, mais jamais autant d'élèves. Voilà, ça, il se trouve que c'est aussi le premier exposé que j'ai présenté à des élèves. Alors je l'ai beaucoup retravaillé récemment pour venir vous voir. Et donc l'idée ici, c'est de vous... Bon, je ne suis pas historien du nombre pi. Moi j'aime bien l'informatique, les maths, mais je suis vraiment, c'est au cours de lecture. Lorsqu'on m'a proposé de faire des exposés en collège-lycée, c'est la première idée qui m'est venue, puisque j'avais lu pas mal de trucs là-dessus. Et notamment, les 2 livres que j'avais lus, et ce sont ces 2-là que je vous recommande. Alors le premier, bon, tout est basé là-dessus, et de quelques recherches sur Internet. Donc Jean-Paul Delahaye, c'est quelqu'un de très connu en France, qui lui aussi fait beaucoup de choses pour les maths grand public et l'informatique grand public. Et son livre s'intitule Le fascinant nombre pi. Bon, il est vraiment fascinant. Il y a un autre sur la quadrature du cercle dont je vais parler tout à l'heure. Donc voilà, on va parcourir l'histoire du nombre pi qu'on peut faire remonter à il y a 4000 ans à peu près. Et puis tout ce qui a pu se passer comme aventure mathématique. Alors je dois dire tout de suite que la longue histoire du nombre pi, bon, ça peut faire penser à une épopée ou une odyssée. Alors il ne faut pas confondre avec l'Odyssée de Pi que vous avez peut-être déjà vu. C'est un film. Pi, c'est un petit garçon qui traverse avec un tigre un océan, peut-être l'océan Indien. Donc ça n'a rien à voir avec ça, même si une odyssée, c'est une longue histoire parsemée d'aventures extraordinaires. Et donc, ça a quand même à voir avec Pi. Parce que c'est une longue histoire avec beaucoup, beaucoup d'aventures, beaucoup de personnages. Un film, par contre, qui est en relation directe avec Pi, je le dis s'il y a des cinéphiles, qui est un très très bon film, qui a peut-être au moins une bonne vingtaine d'années, voire peut-être 30, qui s'appelle Pi. C'est une histoire de quelqu'un qui est absolument fasciné, c'est même une maladie, par le nombre Pi, et qui, du coup, comme il est spécialisé là-dedans et qu'il y voit un peu le code du monde à l'intérieur de ces fameuses décimales qu'on a du mal à appréhender, eh bien, il est poursuivi par des kabbalistes, les agents secrets et des banquiers. Voilà, c'est le pitch. Mais si vous avez l'occasion, regardez-le, c'est un très bon film. C'est noir, hein, c'est très très noir. La fin est un peu violente pour les âmes sensibles. Par contre, des choses que vous savez peut-être, donc on connaît des formules, on connaît des décimales, on connaît les propriétés géométriques. Donc là, c'est un cercle. Vous connaissez la formule du périmètre d'un cercle. D'accord. Quand je fais l'exposé aux élèves qui rentrent au collège, ils ne la connaissent peut-être pas toutes et tous. Et puis celle de la surface. Concernant après les décimales,
Alors celle qu'on retient le plus souvent, c'est combien? 3,14. Moi, j'ai pas beaucoup de mémoire, je connais après 1,59 parce que cet exposé, je l'ai déjà fait de nombreuses fois et je connais pas ce qu'il y a après. Est-ce qu'il y en a qui connaissent plus? Je sais qu'il y a une personne normalement qui doit en connaître plus. Qui connaît plus que 5? Vous en connaissez combien? 50? Et vous? 55? Pas beaucoup, vous en connaissez beaucoup. Bon, on verra tout à la fin. Je traiterai un peu l'actualité du nombre pi et je vous parlerai des records qui sont absolument hallucinants. Ça dépasse l'entendement. Sachant que vous allez le voir pendant l'exposé, on comprendra bien que pi n'a aucune espèce de régularité. En tout cas, aucune connue. Même si il y a plein de formules qui montrent que c'est une expression entre guillemets régulière. Donc voici les décimales. Et puis aussi, ce que vous savez peut-être, c'est que c'est pi, la 16e lettre de l'alphabet grec. C'est le P grec. On y reviendra tout à l'heure. Alors comme je suis français aussi, j'ai le devoir, dans tous mes exposés, de parler du camembert. C'est une blague, hein. Et quand on parle camembert, on parle de baguette de pain. Pourquoi le camembert? Parce que souvent au collège, c'est la première façon pour les élèves d'appréhender le nombre pi. Et je pense que c'est un peu comme ça que ça s'est fait à travers l'histoire. Sauf que ce n'était pas pour le camembert. Donc comment est-ce qu'on fait? Le professeur demande aux élèves d'amener une boîte de camembert. Les élèves prennent la boîte de camembert, ils vont tracer une petite marque sur le camembert, sur la tranche, et puis ils vont prendre une feuille de papier, ils vont mettre la marque sur la feuille de papier, marquer la feuille et dérouler le périmètre sur la feuille jusqu'à ce que la marque vienne retoucher la feuille. Ils mesurent. De ce fait-là, on a entre les deux marques sur le papier, eh bien, on a le périmètre de la boîte de camembert. Ensuite, on mesure le diamètre, on divise cette distance sur la feuille de papier par le diamètre, et on doit obtenir quelque chose qui est proche de 3, 3,1. Et si on prend le résultat de tous les élèves, on fait la moyenne, on est en général entre 3 et 3,2, ce qui commence à donner une approximation de pi relativement raisonnable, autour de 3. Ça, c'est une vraie expérience, hein. En tout cas, nous, en France, on utilise le camembert. Je peux me permettre une blague belge que je viens d'inventer? Peut-être qu'en Belgique, vous utilisez le caprice des dieux, mais je me moquerai des Français tout à l'heure aussi. Ça ne marche pas avec le caprice des dieux. Excusez-moi. Donc, quelque chose que vous connaissez peut-être, mais peut-être pas, c'est qu'on peut diviser des animaux entre eux, et lorsqu'on divise un cheval par un oiseau, on obtient le nombre pi. C'est une blague en France qui circule pas mal en terminale, ou après en classe prépa. Qui est-ce qui connaît? Voilà, il y a un certain nombre de personnes qui connaissent. Donc je vous la fais, vous pourrez la faire à vos amis. C'est rigolo. Évidemment, c'est pas sérieux, je vais faire des choses sérieuses après, hein, rassurez-vous. Donc on commence par faire que... Bon, d'habitude, je le fais un peu plus lentement, mais là, comme j'ai pas mal de choses à raconter, je vais devoir aller un peu vite. Mais bon, vous allez comprendre. Donc qu'est-ce qu'un oiseau? C'est une bête qui a des ailes. Quand on prend le temps, on peut trouver. Hein. Et puis qu'on peut écrire en SMS gréco-latin, bêta, la deuxième lettre de l'alphabet grec, bêta fois L. Et que là, comme on peut considérer qu'on est en train de multiplier des lettres, on peut faire des simplifications. Donc on peut simplifier par L. Ça fait cheval sur bêta. Et vous savez que la multiplication est commutative. Ça veut dire que 6 fois 7, c'est égal à 7 fois 6. Peu importe l'ordre des nombres, on obtiendra toujours le même résultat. Donc qu'est-ce que je peux faire à cheval? Voilà. Et une vache, c'est? Voilà. C'est une bête à pi. Voilà. Donc à la fin, ça fait pi. Alors c'est pas de moi, évidemment, hein, c'est une blague séculaire. Je pense que Michel, mon PowerPoint pourra se trouver quelque part sur un site, vous pourrez le récupérer, ou sur ma page web, vous tapez Fabien Durand dans Google, vous en verrez beaucoup, dont un qui est champion du monde de pétanque, mais ce n'est pas moi. Bon, celle-ci, je ne vais pas vous la faire, vous pouvez la retrouver sur Internet, mais
C'est une blague plutôt française. Et en fait, maintenant, ma blague va devenir moribonde. Les départements français ayant disparu, le Nord, qui était avant symbolisé par le nombre 59, du coup, n'est plus d'actualité. Donc, vous pouvez la retrouver sur mes transparents sur Internet. Alors, ce qu'on peut, par contre, deviner un peu sur pi, quand on commence à l'appréhender, à obtenir des choses sur ce nombre, c'est que ça n'a pas l'air d'être un nombre entier. Mais ce n'était pas clair, hein, les gens ont cherché ça. Ce n'est pas facile à prouver. Ce n'est pas un nombre rationnel. Pourtant, les gens ont essayé, certains ont cru que ça l'était. Ce n'est pas un nombre A divisé par B, où A et B sont deux entiers. Ce n'est pas un nombre quadratique. Alors c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le fabriquer avec les opérations usuelles plus la racine carrée. Vous faites une espèce de recette de cuisine avec tous ces ingrédients. Jamais, jamais, vous ne pourrez tomber de façon finie sur le nombre pi. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Ça, en gros, c'est un peu le plan de mon exposé, ou une partie du plan. Vous savez ce que c'est que les polynômes? Oui. Donc, dire que ça n'est pas algébrique, ça veut dire que pi ne peut pas annuler un polynôme à coefficient entier. Si vous prenez x carré moins 3x moins 28, vous mettez pi à la place de x, ça ne pourra jamais faire 0. J'ai pris un autre polynôme, ça ne peut pas annuler ce polynôme. Et ça, c'est un fait important que je vous préciserai tout à l'heure. Et en fait, on dit dans ce cas-là que c'est le nom, pi est transcendant. Il est au-delà de ces nombres qu'on peut construire grâce à des polynômes. Alors, très sérieusement, cette fois-ci, vous allez voir que ce que vous connaissez sur pi, là, ça va être complètement bouleversé, puisque vous n'allez rien y comprendre. C'est la définition du nombre pi qu'on trouve dans une série de recueils, de livres, qu'a fait un groupe de mathématiciens français, le groupe Bourbaki, qui s'était donné comme tâche. Il faut savoir qu'en France, je ne sais pas comment ça s'est passé en Belgique, mais ils ont envoyé tous les universitaires pendant la Première Guerre mondiale sur le front. Ils sont tous morts. J'ai lu récemment que donc les normaliens, c'est la grande école de mathématiques en France, il y en a, je crois, quelque chose comme 300 qui ont été envoyés sur le front en 1914-1915, quelque chose comme en septembre, et en janvier, il en restait 50. Donc à l'issue de la guerre, ces jeunes qui sont là avaient cours par des professeurs qui étaient pas ceux que ça aurait dû être parce qu'ils étaient morts, et eux se sont retrouvés rapidement à être confrontés à des professeurs qui étaient moins bons qu'eux, et donc ils se sont assignés cette tâche d'essayer de refonder les mathématiques, de recommencer depuis le début. Qu'est-ce qu'un nombre? Qu'est-ce qu'un ensemble? Et à un moment donné, ils sont arrivés au nombre pi. Alors juste, vous pouvez lire, vous n'allez pas tout comprendre. En première année, deuxième année, pour les meilleurs d'entre vous, ils pourraient comprendre cette définition. Donc, pi est le nombre apparaissant dans la formule 2pi e de x, de la dérivée de la fonction e de x, qui est l'unique homomorphisme continu du groupe additif R sur le groupe multiplicatif U des nombres complexes de module 1. Ça ressemble un peu, on peut voir ça un peu comme de la poésie mathématique. Il y a des qualités esthétiques. C'est la définition qu'on trouve dans ce fameux livre de fondement des mathématiques. Donc ce qu'on a déjà vu, ce sont des formules, des décimales. Une chose dont je n'ai pas parlé, j'en parlais juste après, c'est un autre problème très très important, extrêmement important, qui s'appelle la quadrature du cercle. Et à la fin, je rebondirai et je finirai sur l'actualité de ce nombre pi. Il y a toujours des choses qui se passent, c'est assez fou. Et moi, cet exposé, je l'ai fait entre 2000 et 2005 pour la première fois. Et j'étais surpris de voir le nombre de choses qui étaient encore arrivées au nombre pi récemment, au-delà même du nombre de décimales trouvées. Donc, cette fameuse quadrature du cercle, on en trouve les premières traces grâce à des écrits d'Aristote qui relatent une personne qui s'appelle Anaxagore, donc ça se passait 500 ans avant Jésus-Christ. Et pour la première fois, on parle de la quadrature du cercle. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les Grecs, et même les civilisations d'avant, les Mésopotamiens, Babyloniens, étaient extrêmement forts en géométrie, et surtout dans tout ce qui concerne les polygones, toutes les figures géométriques qu'on peut construire avec des segments, et tout ce qu'on peut faire à la règle et au compas. Par contre, tout ce qui est courbe, tout ce qui est périodique, ils avaient beaucoup plus de difficultés à l'appréhender, et la raison, c'est que pi est dans ces objets, dans tout ce qui est courbe, dans tout ce qui est phénomène périodique. Et donc,
puisqu'ils étaient très forts en construction géométrique, surtout pour les polygones, et qu'ils ne savaient pas calculer par exemple l'aire d'un disque, ce que vous savez parfaitement, on a revu la formule tout à l'heure, il était assez naturel pour eux d'essayer de prendre un cercle, par exemple de rayon 1, donc l'aire serait pi, je vais faire un dessin tout à l'heure, et de le transformer à l'aide de la règle du compas en un carré. En un carré où il pourrait déterminer exactement les distances entre les points des côtés. Et en espérant pouvoir faire des constructions qui vont préserver l'air. Pourquoi ça? C'est des raisons, je pense, pratiques. Donc dans le deuxième livre que je citais tout à l'heure, c'est ce qu'ils expliquent, c'est que notamment lorsqu'ils voulaient s'échanger des surfaces, des champs, parce que peut-être c'était plus pratique pour eux, où ils avaient moins de trajets, eh bien, évidemment, on ne souhaite pas changer 100 mètres carrés par 150 mètres carrés. On veut que les surfaces soient à peu près équivalentes. Mais comme les champs étaient rarement des polygones, ils ont eu la nécessité de pouvoir calculer les surfaces en fait, qu'ils ne savaient pas calculer. La technique qu'ils avaient envisagée, c'était donc des constructions à la règle et au compas. Là aussi où est apparu le nombre pi sans doute, c'est dans le calcul des distances. Vous savez, si vous voulez connaître la distance de chez vous jusqu'à un village, une ville, l'idée qui va venir tout de suite à l'esprit, c'est de calculer le nombre de tours de roue qu'on a fait, et puis de mesurer combien fait un tour de roue, et puis après on multiplie, on va obtenir la distance. Et je pense qu'en faisant ça, en essayant de faire ça, on va s'apercevoir rapidement que lorsqu'on prend une grande roue, une petite roue, on va être amené, si on est un peu curieux, à diviser le périmètre par le diamètre, on va voir que c'est toujours à peu près le même nombre. Il faut bien voir que tout ça, ça se déroule pendant des centaines d'années, des milliers d'années, et qu'il y a forcément eu des gens, et vous en verrez, très très astucieux, très intelligents, qui ont pensé à ça, qui ont cherché à observer cela, et puis c'était naturel qu'il apparaisse dans l'histoire de l'humanité comme ceci. Voilà, la quadrature du cercle, c'est construire à la règle au compas un carré de même aire qu'un cercle donné. Alors si vous allez chez vous, OK Google, moi je ne l'ai pas, mais j'ai juste tapé dans Google la quadrature du cercle, et on regarde ce que ça donne. Alors ça ne donne évidemment pas ce dont je vais vous parler, si ça doit le donner, mais à la 4, 5, 6e ligne. Et alors moi quand je l'ai tapé, voici ce que ça m'a donné. En fait, la quadrature du cercle, les deux vainqueurs des législatives italiennes auront 1001 peines à former un gouvernement. J'ai vu aussi, sur un autre site web, la gare de Lyon-Pardieu 2023, où la quadrature du cercle ferait lyonnais. Ça veut dire quoi? En fait, la quadrature du cercle est dans le langage courant. Plus tellement maintenant, mais moi, ma grand-mère l'utilisait. Et pourquoi est-ce qu'elle l'utilisait? Je vais vous le raconter tout à l'heure. C'est parce que c'était connu comme un problème très très difficile. Et si difficile, si connu, que des gens, il y a même très longtemps, je vais vous raconter une histoire tout à l'heure, il y a 400 ans, analphabètes connaissaient cette fameuse quadrature du cercle. Ce sont des histoires qui sont relatées et il y a des écrits qui l'attestent dans le deuxième livre que j'ai signalé tout à l'heure. Voilà, donc c'est une phrase qui exprime le fait qu'une situation est inextricable. On ne va pas s'en sortir, très difficile. C'est la quadrature du cercle. Ça signifie aussi que les gens, de longue date, avant même que ce soit prouvé, se doutaient bien que ça n'allait pas être possible. Donc si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, avec des dessins, voilà, en gros, vous prenez 2 points, vous décidez que la distance entre ces 2 points vaut 1. Un quoi, on s'en fiche, 1. Et il s'agit ici de transformer à l'aide de la règle du compas tout en contrôlant les distances que l'on fabrique, parce qu'à partir du moment où on ne les contrôle plus, eh bien on ne peut plus savoir ce qu'on calcule. Et on veut construire un carré de même aire. Alors, un carré qui serait d'aire pi devrait avoir un côté racine de pi. Donc c'est-à-dire que cette quadrature signifie qu'on doit, à partir d'un segment de longueur 1, construire un segment de longueur racine de pi. Ce n'est pas difficile avec les médiatrices de construire des angles droits. Une fois qu'on a un segment de longueur racine de pi, vous allez rapidement pouvoir construire un angle droit, et puis du coup un autre angle droit, etc. Et vous allez avoir le carré. Donc voilà, c'est des problèmes complètement équivalents. Est-ce faisable? J'ai déjà un peu vendu la peau de l'ours, mais est-ce que vous avez un sentiment à cet égard? C'est faisable ou pas? Qui pense que c'est faisable? Évidemment. Donc ça n'est effectivement pas faisable, mais donc on en parle, une première trace des 500 ans avant Jésus-Christ, ça n'a été résolu que 2200 ans plus tard, 2300 ans.
Et il y a eu dessus beaucoup de mathématiciens, dont des très fameux, qui y ont travaillé. Donc on va voir ça tout à l'heure. Donc pour vous donner plus de détails, on comprend ces fameux 2 points, et on n'a qu'une règle et un compas. Règle non graduée. C'est important que ce ne soit pas gradué. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Eh bien, on peut considérer les points qui vont être des intersections avec les figures géométriques qu'on va tracer. Et on va essayer de trouver les distances avec ces nouveaux points. Là, c'est facile. Le cercle est de rayon 1. Donc la distance de A1, je ne sais pas si vous voyez bien, si, de A1 à B, ça va être 2. Donc quand on sait construire 1, on sait construire 2, c'est facile. Et ainsi de suite, on va pouvoir construire 3, 4, 5. Donc les nombres entiers sont dits constructibles à la règle au compas. Puis après, vous pouvez faire des rosaces. Tout ce qui vous passe par la tête avec un compas. Et considérer les points d'intersection avec les figures que vous créez. Alors ici, j'ai créé C et D. Et donc là, un petit peu de trigonométrie ou de géométrie élémentaire. Voilà, j'ai le droit de tracer des droites, parce que j'ai une règle. Je peux tracer des droites, donc j'ai ces points. J'en ai d'autres ici, j'ai E et F. Et puis après, je peux calculer les distances. Alors faites l'exercice. Vous allez voir que donc, entre B et E, c'est facile parce que c'est la diagonale d'un carré de côté 1. Vous allez obtenir racine de 2. Un tout petit peu moins facile. Il faut regarder les propriétés des triangles, des cercles. Mais quand même, ce n'est pas trop difficile. Distance entre A et C, c'est racine de 3. Ce qui veut dire que racine de 3 est constructible à la règle au compas. C'est une distance qu'on peut obtenir avec une règle et un compas. Et en fait, c'est facile de voir aussi qu'on va pouvoir retrancher. Du coup, racine de 3 moins racine de 2 est également constructible à la règle au compas. Et on peut continuer comme ça. Donc on va pouvoir construire les racines de n'importe quel entier. Et je vous donnerai... Bon, ça, c'est des observations qu'on peut faire rapidement. Il faut savoir que les Grecs, en fait, ne connaissaient pas la racine carrée. Racine de 2 était une grande inconnue pour eux. Ils essayaient d'approcher les décimales. Par contre, ils n'avaient pas inventé ce concept de la racine carrée. Alors, pour continuer à avancer, donc Hippocrate de Chios, donc c'est toujours avant Jésus-Christ, semble savoir que... Alors, c'est toujours dans des écrits de Aristote qu'on retrouve ça, donc ce n'est pas un témoignage direct, c'est quelqu'un qui relate des choses qu'il a entendues par tradition orale, eh bien, semble savoir que qu'il existe une constante, qu'on connaît, hein, c'est pi donc, parce qu'il observe que le périmètre sur le diamètre d'un cercle, quel que soit le diamètre, c'est toujours à peu près le même nombre, hein, ce qu'on peut faire avec des expériences, avec le camembert typiquement. Mais les premières preuves qu'on va trouver, moi ça m'a un peu surpris, mais on a trouvé d'abord la formule pour l'aire des disques. Donc c'est Euclide. Quand on dit que c'est le premier, en tout cas c'est la première trace écrite que l'on ait. Peut-être que c'était connu par ailleurs par d'autres personnes, mais en tout cas, là on n'a que son nom, on n'a que son récit. Voilà, donc lui il l'exprimait comme ça, que le rapport des aires est proportionnel au rapport des rayons au carré, et ça va indiquer qu'il y a une constante derrière, mais que lui ne savait pas calculer. Donc il ne pouvait pas l'exprimer, comme la formule de la surface du disque que l'on connaît. Archimède s'est retrouvé devant le même problème. Lui, il a trouvé la formule du périmètre, mais lui, il voulait connaître cette fameuse constante. Donc il voyait que le rapport des périmètres était proportionnel au rapport des rayons. Et lui, donc c'est un mathématicien génial. On peut dire, c'est sinon l'un des 5 plus grands mathématiciens de ces 2000 dernières années. Il faut bien comprendre aussi que lui, il n'avait pas Internet, il n'avait pas tout ça. Hein, c'était avant Jésus-Christ. Il avait, je pense, pas de feuilles de papier ou pas ce qu'on pourrait appeler des feuilles de papier. Il travaillait avec du sable, un bâton, et il faisait ses dessins dans le sable, hein, avec un grand bâton, pour réfléchir. Donc c'était des conditions difficiles. Donc lui, ce qu'il a obtenu, ça s'exprime de la façon suivante: le périmètre de tout cercle vaut le triple du diamètre augmenté de moins de la 7e partie, mais de plus des 10/71e partie du diamètre. Alors si vous y réfléchissez 2 secondes, et vous traduisez ça en nombres, vous allez obtenir que, parce qu'il exprime des nombres rationnels,
eh bien, que pi est compris entre 223 sur 71 et 22 septièmes. 22 septièmes, que mon père, qui s'est arrêté au certificat d'études, c'est-à-dire il a arrêté l'école à 10 ans, le savait. Et il l'a toujours su. Donc c'était quelque chose qui était connu dans les écoles primaires, qu'on apprenait dans les écoles primaires autrefois. Et ça donne 2 décimales après la virgule. Donc il savait ça. Alors non pas qu'il avait fait des boîtes de camembert et des calculs très très précis. Non, c'était vraiment quelqu'un de génial. Et sa méthode est restée dans l'histoire et même a été utilisée encore jusqu'à récemment dans des calculs des décimales de pi par les ordinateurs. Oui, j'aurais dû vous demander comment auriez-vous fait. En fait, il a eu cette idée géniale d'essayer d'approcher le périmètre par des choses qu'il maîtrisait à la perfection. En l'occurrence, les polygones, et encore mieux, des triangles, parce qu'ici, il y a 6 triangles. Parce qu'il savait qu'il allait pouvoir calculer l'aire de ces triangles, ou les périmètres, ou en tout cas les petits côtés. Et donc, il allait pouvoir trouver une valeur inférieure au périmètre. Donc, vous voyez, le périmètre ici devrait faire, si le rayon est 1, 2 fois pi. Les côtés qui approchent les arcs font 1, parce que ce sont des triangles équilatéraux de côté 1. Et donc, là, on obtient 6, le périmètre de l'hexagone. Donc, il montre que 2 fois pi, c'est plus grand que 6, et donc que pi est plus grand que 3. Et l'autre idée qu'il a, c'est que ce n'est pas suffisant par en dessous, il faut encadrer. Vous connaissez le théorème des gendarmes, par exemple, peut-être, je ne sais pas si c'est au programme, pour vous, sur les suites. Il faut toujours savoir encadrer, et en espérant que ce qui est au-dessus et en dessous va converger vers une même valeur. Comme ça, ce qui est au milieu, on est certain de ce que ça va être à la limite. Donc il a fait ça, et il était parfaitement capable de calculer toutes les distances qu'il y avait dans ces polygones. Et ça, à chaque fois, il va raffiner. Il va couper à chaque fois chaque triangle en 2, de façon à approximer chacun des arcs, encore mieux, par des plus petits triangles. Voilà, comme ceci. Vous voyez, déjà là, j'en ai fait que 12 des côtés, on ne voit déjà plus rien. Et pourtant, j'ai un ordinateur. Imaginez lui, s'il doit faire un dessin. Ça va devenir compliqué. Et alors, je ne sais pas si vous... Donc lui, j'ai dit, il avait 2 décimales correctes après la virgule. Combien faut-il de côtés, d'après vous? Est-ce qu'avec 12, comme ici, ça va être suffisant? Qui pense que oui? Donc le reste pense que non, ou ne pense pas. Je préfère pas poser la question. C'est une blague. Donc, en fait, il lui en fallait 96. Donc c'est énorme. Là, on est 200 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est un tour de force, vraiment. Et si on traduit dans dans un langage moderne, sa méthode, bon, ça devient ça. C'est des suites. Donc là, j'ai deux suites, une qui va permettre, une qui correspond à des valeurs par au-dessus et l'autre par en dessous, qui vont permettre d'encadrer pi. Et sa méthode peut se traduire notamment comme ça. Il y a plein de façons de traduire sa méthode. Et ça, c'est l'une d'entre elles. C'est du niveau peut-être de première année d'université pour des élèves motivés. Mais on ne voit pas ça à l'université en général. Voilà. Donc c'est les premières formules très jolies et qui sont utilisées encore dans les ordinateurs. Puis maintenant, j'ai appris ça depuis 2010, mais je vais vous dire ça tout à l'heure. Mais avant 2010, c'était encore des formules qu'on utilisait pour obtenir, dans cette bataille des décimales, de nouveaux records. Alors je reviens un petit peu en arrière. En fait, on trouve aussi un passage de la Bible qui indique que pi a une certaine valeur. Bon, le texte est le suivant. Il fit la mer en métal fondu de 10 coudées de bord à bord, à pourtour circulaire de 5 coudées de hauteur. Donc cette partie-là, pour la hauteur, ici on s'en fiche. Un fil de 30 coudées en mesurait le tour. Donc le tour, le périmètre, c'est 30. Le diamètre, c'est 10 coudées. Et donc 30 divisé par 10, ça vous donne une approximation de pi à 3. Voilà. Il faut dire que les textes bibliques sont tirés, enfin en tout cas sont inspirés de romans plus anciens, comme l'épopée de Gilgamesh, par exemple pour le déluge, ou de choses que savaient les Mésopotamiens, Babyloniens.
Et c'est des approximations qu'on pouvait retrouver bien avant encore, donc 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors le troisième orateur m'a indiqué que ce n'était pas la bonne tablette, mais en tout cas sur des tablettes, on retrouve apparemment la tablette sur laquelle il y avait une meilleure approximation est difficilement trouvable sur Internet. Donc 2000 ans avant Jésus-Christ, il y avait également une approximation avec un chiffre après la virgule. Donc Archimède, je l'ai dit, lui c'était 2. Et vous allez voir après que dans cette course effrénée, qui ne s'est toujours pas arrêtée, et pour les plus motivés, vous allez pouvoir faire dès ce soir, vous allez voir, vous allez pouvoir essayer ce soir de battre le record du nombre de décimales, le record du monde, ou de Belgique. J'en parlerai à la fin. Et donc, jusqu'à ce que je vous le dise, tous ces gens, et il y en avait encore bien plus, ont tous étudié la méthode d'Archimède, la méthode d'exhaustion d'Archimède, un encadrement à l'aide de polygones du périmètre. Et vous allez voir que bon, Archimède était grec, mais que ça s'est surtout passé dans le bassin méditerranéen ou en Asie, en France, en Angleterre, en Belgique, en Espagne. On était un peu attardé de ce point de vue-là. Je pense que pi, c'était au-dessus de nos compétences. Donc, j'ai fait quelques choix qui sont plus ou moins arbitraires, mais lui a quand même obtenu les seules décimales que je connaisse, 1459, et avec 2 fois plus de côtés que Archimède, mais ça leur a pris en général pas une journée. Hein. Pour certains, je ne sais plus lesquels exactement, mais plutôt vers 1600, ça leur a pris 20 ans de leur existence. Donc lui, la méthode est presque la même, sauf que pour l'encadrement extérieur, il va plutôt utiliser, vous voyez, ces petits rectangles plutôt que des hexagones complets. Mais en gros, c'est la même chose. Donc là, à nouveau, des Asiatiques, un Indien, Aryabhata. Alors lui, il avait, et vous allez voir, ça je reviendrai dessus à la fin. Donc lui, il a 3, 14, 16. Et c'est le premier à exprimer le fait que, il a sans doute essayé et pas réussi, que ça n'a pas l'air d'être un nombre rationnel. C'est les premières traces du fait que j'ai indiqué au tout début, qu'on peut intuiter, du fait que ça n'a pas l'air d'être un nombre rationnel. Mais il ne sait pas le prouver, loin de là. Il faut attendre 1300 ans pour que quelqu'un fasse une preuve. Le premier, on va dire européen, mais il voyageait beaucoup en Égypte et en Grèce, c'est Léonard de Pise, qui lui a réessayé aussi, il a fait son calcul, et il a trouvé 3, 14, 18. Donc il a obtenu une décimale de mieux que Archimède, en étant sans doute un peu plus soigneux. Là, il avait du papier pour écrire. Donc Al-Kashi, lui a trouvé 14 décimales, mais il avait vraiment une idée en tête. Et vous allez voir que là, du coup, la quête des décimales de pi est quelque chose de ridicule. Donc le nombre de côtés est absolument faramineux, 800 millions, terrible, pour seulement 14 décimales, hein, d'une certaine façon. Donc son but, c'était de calculer la circonférence d'un cercle égale à 600 000 fois celui de la Terre, gigantesque, avec une précision inférieure à celle d'un crâne de cheval. Absolument, j'aurais pu vous dire, plus petite que la taille de mes cheveux, mais vous allez me dire, vous n'avez pas de cheveux, monsieur. Donc, un crâne de cheval, ce sera bien mieux. Et donc cette quête a continué et continue toujours. Donc je vais vous en signaler. Là, il se trouve que en 1593, c'est quelqu'un qui habitait pas loin de chez vous. Il était de Louvain, M. von Rummen, qui lui, à nouveau, avec la méthode d'Archimède, a essayé d'aller encore plus loin. Mais là, je pense que ça lui a pris, je ne sais plus si c'est lui ou un autre, mais quelques années, pour battre le record, 15 décimales. Mais à partir de ce moment-là, des choses sont arrivées, et là, ça a été un peu l'escalade. Il y a eu beaucoup, tous les ans, presque, il y avait un record qui était battu, une décimale de plus. Van Selen, voilà, vous voyez le nombre de côtés qui augmente pour obtenir encore plus de décimales, donc 35 décimales exactes. Vous verrez à la fin, 35 décimales, ça permet de calculer les rayons des atomes à une précision dont on n'a pas besoin pour faire des expériences. Donc ça veut dire qu'à partir de 40 décimales, les décimales qu'on trouve après ne serviront jamais pour quoi que ce soit. Ouais, j'y reviendrai. Donc voilà, donc on en est là. Ce qui va se passer quelque chose d'important en 1600-1700.
Je reviens sur ce qui a été appelé la folie quadratrice, ou l'armée des quadrateurs. C'est ce fameux deuxième livre qui relate ces expressions. Alors pourquoi disent-ils cela? En fait, il y a une histoire qui est relatée dans ce livre qui indique qu'il y a un maître qui demande à son ouvrier d'aller paver, il vient de creuser un puits, et il faut aller paver le puits avec des pavés. Et donc l'ouvrier, qui était analphabète, c'est important, il va au fond du puits, et puis il fait comme il peut. Alors il va peut-être commencer par le centre, et puis essayer de mettre ses carrés pour atteindre le bord du puits qui est circulaire, et puis il va s'apercevoir qu'à la fin, il va rester des triangles avec un morceau d'arc, et puis il n'arrive pas à y mettre son carré, donc il va les tailler encore plus petits, et puis à force de tailler de plus petit en plus petit, il voit que toujours il n'arrive pas à ajuster au mieux la base de son puits avec ses carrés. Donc il va voir son maître, il dit j'y arrive pas. Et son maître lui répond que c'est sans doute normal parce qu'il y a un fameux problème qui s'appelle la quadrature du cercle, qui est pour l'instant insoluble, et que c'est sans doute relié. Donc ça veut dire qu'il y avait un maître qui avait connaissance d'un problème mathématique qui lui était contemporain, et en fait ça a tellement excité cet ouvrier qu'il s'est mis à apprendre à lire, à écrire, à compter, et qu'il a envoyé plusieurs lettres à l'Académie royale des sciences française. Et il n'était pas le seul, et j'ai oublié le nom du matheux qui recevait tout ça. Il en avait ras-le-bol, il ne pouvait plus travailler, il ne faisait que lire toutes ces lettres pour voir si c'était vrai ou faux, et en fait c'était toujours faux, c'était toujours abracadabrantesque. D'ailleurs, je crois que Michel aussi reçoit de temps en temps des trucs. Il existe toujours ces gens qui croient avoir révolutionné les mathématiques. Moi, j'ai reçu un ou deux trucs. Michel, je crois qu'il en a reçu plus. C'est toujours bizarre, hein, c'est toujours étrange, c'est ésotérique. Donc, il décide de ne plus jamais regarder ce genre de lettres sur donc, la quadrature du cercle, mais aussi la duplication du cube ou la trisection de l'angle. Alors, rapidement, pour votre culture, juste à la règle au compas, la duplication du carré est faisable, c'est-à-dire j'ai un carré de côté A, et à l'aide de la règle du compas, je vais faire un carré de côté d'air 2A carré. Voilà. Donc comment est-ce qu'il suffit que je fasse? La diagonale va faire racine de 2A, et le carré que je peux construire à l'aide de ma règle et de mon compas, comme je sais faire les angles droits, je vais avoir doublé l'air. Donc je peux doubler l'air d'un carré à l'aide de la règle et du compas. Et donc la question naturelle était, est-ce que je peux le faire avec un cube? Qui pense que c'est faisable? Une personne pense, deux personnes, quelques-unes. Qui pensent que ça n'est pas faisable? Donc les autres sont circonspects. En fait, on verra que ce n'est pas faisable. Alors c'est pas faisable à cause de quoi? Quand on va doubler l'aire du cube, vous voyez le dessin là-haut, j'obtiens une racine cubique. En fait, à l'aide de la règle du compas, on ne peut pas obtenir de racine cubique. C'est impossible. C'est un théorème que je vais vous donner tout à l'heure. Donc ça, c'est pas faisable. La trisection de l'angle, alors dans des cas particuliers, c'est faisable, mais en toute généralité, ça n'est pas faisable. Prenez un angle quelconque, vous voulez le diviser en 3, eh bien, il n'y a pas de méthode systématique à l'aide de la règle et du compas. Je n'ai pas signalé tout à l'heure, mais il y a aussi la machine, comment elle s'appelle? Annoncée comme mouvement perpétuel. Ça veut dire que vous lui donnez une énergie initiale, et elle va conserver cette énergie ad vitam aeternam. Et donc au XVIIe siècle, on commence à voir apparaître des germes du fait que ça ne devrait pas être possible de résoudre la quadrature du cercle. Et on voit pour la première fois apparaître des choses, vous voyez, avec des petits points et des formules bizarres qui n'existaient pas auparavant. Les petits points, ça veut dire que ce schéma se répète. Racine de 2 plus racine de 2, etc., etc. Ça se répète à l'infini. Et à l'infini, ça veut dire qu'on commence à accepter qu'il y a des objets mathématiques qu'on ne peut pas obtenir en un temps fini, mais il va falloir aller très loin. Il faut bien penser qu'à l'époque, c'est compliqué, parce que, j'aurais pu signaler un autre livre, mais sur l'infini, à l'époque, l'infini, c'est Dieu. Et donc, faire des mathématiques avec Dieu, ce n'est pas raisonnable. Et il y avait donc une espèce de contrainte culturelle qui faisait que ça apparaît au XVIIe siècle. Et c'est la première fois qu'on trouve un produit infini comme celui-ci. Et ça va être le début de ce qu'on appelle l'analyse, les dérivés que vous avez vu, les tableaux de variation, etc. C'était inventé en gros, le début, c'est la fin du XVIIe siècle.
Ce fameux pi, la 16e lettre de l'alphabet grec, ça se trouve dans des écrits de messieurs Barrow et Oughtred, à cette même époque, au XVIIe siècle. Donc c'est eux qui ont institué, et ça a été repris par la suite, depuis eux. Oui, j'ai oublié de dire aussi, oui, on voit apparaître les Européens aussi. Alors, vous savez qu'au XVIe siècle, en France et en Europe, il y a eu des terribles guerres de religion. Juste après ça, les sciences commencent à apparaître en Europe. Formule de Wallis, aussi, ça c'est des choses qu'on peut voir en première année à l'université, peut-être parfois en terminale, juste avant le bac. Donc là, oui, c'est un produit à nouveau infini, il y a ces fameux petits points, on voit bien le schéma qui va se répéter à l'infini. Et là, c'est la première fois qu'il y a un produit infini de fractions rationnelles, des nombres rationnels, qui vont converger, on appelle ça converger, les petits points, à l'infini vers le nombre pi. Alors ça, c'est des très belles formules, très belles mathématiques à faire quand vous serez plus grand, si vous décidez de faire une carrière en mathématiques. Alors là, une figure emblématique des mathématiques qui a fait faire un saut qualitatif aux mathématiques absolument prodigieux, c'était Leibniz, et qui avait trouvé cette jolie formule. À nouveau, on voit un schéma qui se répète avec les petits points à l'infini. Et pour ceux qui savent comment obtenir cette formule, il faut bien penser que, je vais rappeler dans le slide d'après, que Fourier est né au XVIIIe siècle. Donc il fallait qu'il trouve cette formule avec d'autres méthodes. Et il semblerait, ça m'a surpris, alors il trouve la formule avec ce qu'on aurait pu appeler des formules de Taylor, même si Taylor n'était pas encore né, ou il venait de naître, plus ou moins. Donc c'était connu déjà en Inde, par un Indien, Madhava, en 1424. Alors ça, je n'ai pas pu étudier plus avant, mais apparemment, il connaissait déjà des espèces de formules de Taylor de l'arc tangente, la fonction inverse de ce qui donne la tangente d'un angle. Et par ailleurs aussi, c'était trouvé par un Écossais. Alors Leibniz était prussien. Et en fait, quand on cite Leibniz, il faut signaler cette personne. Je ne sais pas, vous le connaissez, lui? Qui connaît? Oui, c'est qui? Voilà, ça c'est Newton. En fait, l'invention des dérivés, pour faire simple, du calcul différentiel, on le fait remonter à deux personnes, Leibniz et Newton. Newton, vous savez, c'est celui qui a eu une pomme qui est tombée sur sa tête. Mais en fait, pour expliquer les phénomènes de pesanteur, il a eu besoin d'outils, il les a inventés. Et qu'en parallèle, une autre personne y avait pensé également. Mais c'était un peu normal, on commençait à voir ces produits infinis, ces limites, ces choses qui se passaient à l'infini. Et il faut vraiment ça pour faire du calcul différentiel. Donc il va falloir que j'accélère un petit peu. Donc il y avait, pour trouver des décimales de pi, une formule qui est très efficace, qui, comme l'exhaustion d'Archimède, a été très utilisée dans les ordinateurs. C'est la formule de Machin, donc on s'amuse avec des formules trigonométriques. Celle-ci est une des plus simples, mais elle est très efficace pour les calculs. Alors lui, c'est un mathématicien très célèbre. Bon, dans le dernier millénaire, les deux derniers millénaires, après Archimède, je pense qu'il y en a deux. Lui, comment il s'appelle, vous savez, non? C'est Euler. C'est Euler. C'est lui qui a inventé, pour faire simple, les nombres complexes, en exprimant notamment 1 par cette formule. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre programme. Ils font oui. En France, ça a plus ou moins disparu. Mais de toute façon, ça va disparaître dans 3 ans. Je crois qu'ils ne feront plus ça, les élèves. Oui. Juste comme ça, en aparté. Dans 3 ans, ceux qui seront en dernière année au lycée, les maths seront optionnelles. La philosophie sera obligatoire, la physique sera obligatoire, les maths ne sera plus une matière obligatoire. Donc ça, c'est Euler. Alors ce que j'ai appris en préparant cet exposé, c'est qu'en fait, il avait, grâce à cette formule que ceux qui sont à l'université connaissent, qui est une très jolie formule également, avec un schéma répétitif, s'appelait le problème de Bâle-Mengoli. Bâle, le nom de la ville suisse, et Mengoli était un Italien qui avait peut-être séjourné à Bâle, je ne sais pas. Et ça faisait à peu près 100 ans que les gens cherchaient à savoir combien pouvait valoir cette expression qui est à droite. Et c'est lui qui a montré que ça valait pi carré sur 6. Alors si vous êtes fan de formules trigonométriques et de la formule d'arc-tangente, vous pouvez trouver. Non, il faut des formules de Taylor, pardon. Donc ça vous ne faites pas encore. Donc lui, c'était un mathématicien absolument fabuleux. Juste pour le sujet qui nous intéresse, le nombre pi, les gens disent en général que c'était une avalanche de formules.
pi dans tous les sens. Ceux qui savent, je l'ai déjà dit tout à l'heure, en fait, ce genre de formule se retrouve très facilement avec les séries de Fourier, mais qui ont été inventées plus tard. Lui, il a résolu ce problème à 28 ans, donc très 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 jeune. Alors, parce qu'il faut avancer dans l'histoire, un premier pas vers l'impossibilité, en fait, c'est Lambert qui a montré que pi n'était pas un nombre rationnel. C'est un truc qu'on peut faire pour les élèves motivés en première ou deuxième année d'université. Moi, j'ai déjà donné en exercice, mais à des gens plus avancés, mais plutôt pour un aspect culturel. Voilà, donc pi n'est pas un entier divisé par un autre entier. C'est pas 22 septièmes, c'est sûr. Et si on écrit les nombres rationnels, si vous faites sur votre calculatrice, vous faites-le pour un tiers, hein, c'est 0,33. En fait, un nombre rationnel, c'est un nombre qui s'écrirait de la forme ici pour pi 3, quelque chose, et ensuite quelque chose qui va se répéter, v à l'infini. Le v peut n'être que des zéros. Donc ça n'est pas comme ça. Donc 100 ans plus tard, c'est un ingénieur, Wenzel, qui dit que les nombres que l'on peut construire à la règle au compas sont exactement ceux que l'on peut obtenir à partir des opérations usuelles, d'une calculatrice très très basique, et de la racine carrée. Il prouve ça vraiment. La preuve pas très compliquée. Si vous regardez sur Wikipédia, j'ai regardé, il y a une preuve qui est suivable, largement suivable. Si vous connaissez la géométrie élémentaire, la preuve, oui, est suivable, presque. Vous pouvez comprendre, il y a quelques noms qu'ils utilisent que vous ne connaissez pas, mais vous pouvez imaginer ce que ça représente. Bon, par exemple, ce nombre-là est constructible à la règle au compas. Mais ça, ce n'est pas difficile à obtenir. Ce qui est plus difficile, c'est le sens inverse. Montrer qu'on ne peut pas obtenir d'autres nombres. C'est ça qui est difficile. Que ceux-là, qui sont des imbrications de racines carrées avec des plus, des moins, des nombres entiers, des divisions, etc. etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur la construction à la règle au compas et notre quadrature du cercle? Donc, si pi était constructible à la règle au compas, alors pi pourrait être, on pourrait l'écrire comme, ça pourrait être une racine d'un polynôme à coefficient entier. En fait, cette expression, si à chaque fois vous mettez au carré, vous retranchez des nombres, vous mettez au carré, vous retranchez divisé par quelque chose, vous allez voir qu'à la fin, ce nombre-là, il est racine d'une expression polynomiale dont le plus haut degré est une puissance de 2. Donc votre nombre pi devrait être racine d'un polynôme, pour faire simple. Donc Wenzel ne dit pas ça. Il ne sait pas, il faut attendre encore 60 ans. Donc c'est lui qui donne finalement la preuve. Lindemann, il dit que pi est transcendant, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être la racine d'un polynôme à coefficient entier. Et là, c'en est fini de la quadrature du cercle. Ce n'est pas possible de transformer un cercle en un carré. Une fois qu'on a le théorème de Lindemann, la preuve est très simple, pour ceux qui savent. Donc en fait, il montre que l'exponentielle est une fonction transcendante. Vous connaissez l'exponentielle. Ça veut dire que quand vous prenez l'exponentielle d'un nombre algébrique, c'est-à-dire qui est racine d'un polynôme, alors c'est un nombre transcendant, sauf lorsque vous prenez 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. Et que si vous supposez que pi est algébrique, alors i fois pi sera algébrique. Alors exponentielle de i fois pi devrait être transcendant. Or, exponentielle de i fois pi, on l'a vu avec la formule de L'Hert, c'est moins 1. Donc ça ne marche pas. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui sont peut-être plus avancés. Donc voilà, la quadrature du cercle n'est pas possible. Ça c'est fait. D'autres formules, j'ai dit, même dans un passé récent, donc les 100 dernières années, on voit des choses absolument dingues arriver. Alors, notamment cette personne, Ramanujan. Alors je vais aller vite, j'avais prévu de dire des trucs, mais c'est un être exceptionnel, à plus d'un titre. J'ai appelé ça une figure romantique des mathématiques, et dramatique aussi. Il a une histoire triste. Ça aurait pu être un plus grand génie encore. Et j'ai signalé d'autres personnes pour votre culture qui sont aussi des figures romantiques. J'aurais pu en citer d'autres comme Erdős ou Gödel. Mais j'ai choisi Abel, Galois, Turing ou Perelman parce que tous ont quelque chose à voir avec pi. Donc ce sont ces personnes-là. Voilà, différentes époques. Turing, vous connaissez? Voilà, on ne le sait pas parce que ce n'est pas mis dans les livres d'histoire, mais c'est considéré souvent comme le héros de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est lui qui a décodé Enigma.
et qui permettait d'intercepter les messages allemands. Et donc ça évitait aux bateaux qui étaient en Atlantique notamment de se faire détruire par les sous-marins allemands. Donc sur Ramanujan, il y a un film, c'est L'homme qui défiait l'infini, que je n'ai pas vu, mais je vous recommande, apparemment c'est pas mal. Imitation Game, il y a un livre et un film sur Turing, très intéressant. Sur Galois, il y a un livre qui s'appelle La déesse des petites victoires, qui est également très intéressant, celui-là je l'ai lu, qui relate sa vie. C'est romancé, mais en fait c'est considéré, c'est quelqu'un qui a fait passer les mathématiques. Vous savez, souvent les technologies ou les sciences, ça monte comme ça, et quelquefois, ça fait ça. Galois, toutes ces personnes, sauf peut-être Perelman, ont fait ça aux mathématiques à leur époque. Donc, quel rapport de Turing avec Pi? En fait, les premiers calculs par ordinateur, puisque c'est lui qui a inventé l'ordinateur, Turing, eh bien, ont été faits en 1949. Ils ont calculé 2000 décimales, 70 heures. Alors ça, c'est un ordinateur. Vous voyez, ça, c'est un ordinateur qui est moins puissant que la plupart de vos téléphones portables ici. Pas que le mien, parce que le mien est tout pourri, mais voilà, ça s'appelait ENIAC. C'était basé sur ce que Turing avait fait pour décoder Enigma. Et donc là, ils ont construit cet ordinateur qui est très connu. C'est connu comme étant un des premiers ordinateurs. Voilà. On a vu encore apparaître des choses. Bon, cette formule est jolie parce que toutes les formules qu'on a vues jusqu'à présent, pour obtenir le énième chiffre de pi, il faut calculer tous ceux qui sont avant. Celle-ci, si vous décidez d'avoir le premier millionième, le millionième digit, vous allez pouvoir le calculer directement. Sauf que ça se fait en des temps de calcul qui sont comparables à ceux des autres formules qui doivent calculer toutes les décimales précédentes. Donc ça, c'est les photos des fameux inventeurs. Donc combien de décimales connaissez-vous? Donc j'ai entendu 50, on m'avait dit que peut-être quelqu'un connaissait 90. Combien de décimales pensez? Alors il n'y a aucune régularité. Faut bien, il n'y a pas un truc, il n'y a pas de truc. On ne connaît rien sur la répartition des décimales, il n'y a pas de schéma qui se répète dans les décimales. Combien pensez-vous qu'il soit raisonnable pour un être humain de connaître de décimales? 0 à 100, 100 à 1000. Qui pense qu'on peut connaître plus de 100 décimales? Oui, plus de 1000. Plus de 10 000. Il faut le temps de les réciter. Plus de 100 000. Bon, il y a quelques-uns, peut-être des courageux. Peut-être qu'ils ont regardé sur Internet. Donc, il y a un site que je vais signaler où il y a tous les records depuis la nuit des temps. Tous ceux qui ont été référencés, sans doute avec un huissier. Donc, 42 000 en 9 heures. Ça, je crois que c'est le record du monde qui est référencé, sans doute parce qu'il avait un huissier. Donc, c'est M. Sharma. 70 000 décimales, c'est considérable, c'est fou. Hein, c'est des livres et des livres et des livres. En 17 heures. Apparemment, il y aurait un record, M. Haraguchi en serait à 100 000. Mais même ce record, 83 000, n'est pas le record officiel, parce que sans doute qu'il n'a pas fait ça dans les règles de l'art, avec quelqu'un, un officier de loi, qui était là pour le confirmer. Le record de Belgique. Alors, qui connaît le record de Belgique? Combien de décimales? Un Belge peut-il... c'est pas une blague. Vous allez voir que les Français sont moins bons que vous. Hein. Combien? 25 000? Donc, pour quelqu'un de courageux, mais en fait, ça ne servira à rien. Hein. C'est accessible. C'est accessible. Moi, je n'ai pas de mémoire. Je ne vais pas me prêter à ce jeu-là, mais ce n'est pas beaucoup. En 50 minutes. Les Français, on est feignants, donc... record de France, 600. Mais, comme on est feignant, on ne veut pas travailler beaucoup. Donc il a fait ça en 2 minutes 50. Alors, c'est étourdissant. J'ai vu une vidéo sur Internet où il en donne 200 en 50 secondes. C'est une mitraillette. Et c'est fou. Donc, vous pouvez aller voir. C'est rigolo, ça ne sert à rien. Le site, c'est celui-ci. Je vais finir rapidement. Donc jusqu'à présent, dès qu'il y avait un gros ordinateur qui sortait, pour la météo, pour des calculs spatiaux, etc., notamment pour tester l'architecture, il faisait calculer à cet ordinateur certains algorithmes benchmark, notamment celui du nombre pi, et puis ça permettait au passage d'aller battre un nouveau record et d'être dans des tablettes.
Et donc jusqu'à 2009, c'était des gros ordinateurs qui valaient plusieurs millions, parmi les plus gros de la planète, jusqu'à ce qu'il y ait un Français, Fabrice Bellard, qui décide de faire ça avec des ordinateurs de la FNAC. Il y a des ordinateurs qu'on peut acheter dans les supermarchés. En gros, vous prenez un ordinateur à moins de 3 000 € et vous devez battre leur record. Mais il a réussi. Lui, c'est connu, en tout cas en France, comme un des meilleurs programmeurs au monde, mais on est chauvin, les Français, vous savez. Et ça, c'est vraiment une révolution pour les calculs décimales de pi. Et en fait, à partir de ce moment-là, plus aucun gros ordinateur ne calcule les décimales de pi, puisque les ordinateurs de maison sont meilleurs. Ils font aussi bien. C'est un tout petit peu plus long, 73 heures, 131 jours, pour seulement 200 millions de décimales en plus. Et en fait, maintenant, ça devient un peu comme un concours, et il y a quelqu'un, c'est complètement dingue, c'est monsieur Alexander Yi, je crois qu'il est américain, et qui explique sur son site, le titre de son site, c'est un projet high school qui a mal tourné, quelque chose comme ça. Donc, apparemment, il a commencé à réfléchir sur la décimale de pi lorsqu'il était comme vous, qui avait votre âge, et il a fabriqué un programme qu'on peut télécharger sur Internet, et c'est connu comme étant le meilleur programme pour calculer les décimales de pi. Donc maintenant, quiconque bat les records utilise nécessairement son programme. Vous pouvez le télécharger, et ça sert un peu à étalonner votre propre ordinateur et vos capacités, parce qu'il y a pas mal de paramétrages que vous-même vous pouvez réaliser, et c'est quelque chose d'extrêmement riche. Mais on trouve peu de détails sur ce programme. From a high school project that went a little too far. Et lui, il a commencé donc à 18 ans, il a à peine 30 ans, il n'est pas dans le domaine académique. Voilà, donc le dernier en date avec ce Y-Cruncher, c'est 22 milliards en 105 jours, sur un ordinateur. Donc tout ça, c'est un peu déraisonnable quand on sait que la NASA, pour envoyer des objets spatiaux dans l'espace, il a besoin que de 15 décimales. Donc c'est un truc qui a été obtenu en 1200, en 1300. Hein. Donc on sait ça depuis longtemps. Et que si vous voulez calculer la taille d'un atome, vous avez besoin de 40 décimales. Donc au-delà de 40, à quoi ça sert? Alors pourquoi cette course au record? Et je vais finir, je crois, là-dessus. Ça permet vraiment d'améliorer la rapidité des algorithmes. En fait, ce qu'a utilisé M. Bellard ou M. Yi, ils ont été obligés d'inventer des façons très, très astucieuses de faire des multiplications de grands nombres de façon extrêmement rapide, ou de calculer des façons de calculer un truc qui s'appelle la transformée de Fourier rapide, ou c'est des façons de stocker des données qui font avancer après tout le reste, les téléphones portables, la cryptographie, etc., etc. Ça sert aussi à tester. Il y a au moins 2 superordinateurs dont on a trouvé une faille grâce au calcul des décimales de pi. Et un problème, pour finir, qu'on ne sait pas résoudre, à chaque fois qu'il y a des nouvelles décimales qui sont obtenues, on calcule la fréquence des 0, des 1, des 2 qui apparaissent, et on s'aperçoit que c'est 1/10. Il y a 1/10 de 0, 1/10 de 1, 1/10 de 2. Par contre, le prouver, on ne le sait pas. Donc c'est un problème qui est complètement ouvert. Mais voilà. Et un aperçu des je ne sais plus combien, 500 premières décimales du nombre pi. Et je vous remercie pour votre attention. Je m'excuse d'avoir été si long. Voilà, merci Fabien. Alors peut-être pour essayer de tenir au programme, si vous n'êtes pas au courant, en fait, rassurez-vous, on a 2 exposés, puis vous aurez une pause. Donc rassurez-vous, je sais bien que c'est dur pour vous d'avoir 3 exposés de maths, mais sachez que nous avions hésité entre Fabien et le monsieur qui pouvait réciter pendant toute la matinée les décimales de pi. Donc vous voyez que finalement l'exposé, vous y avez largement gagné. Et peut-être si